bonsoir, merci d'être venu. Donc, je suis très content ce soir d'être avec Léonore Antounès, qui va nous présenter l'exposition qui ouvre dans 1 heure. C'est un format qu'on avait déjà initié avec Sami Baloudji, c'est-à-dire de faire la conférence juste avant le début de l'exposition. Comme ça, c'est bien, vous pouvez avoir tous les commentaires en tête au moment où vous entrez dans la salle d'exposition. Et en guise d'introduction, je vais juste revenir rapidement sur l'historique de notre partenariat avec le Festival d'automne. Parce qu'en fait, c'est déjà la 5e édition en fait, de cette collaboration entre les Beaux-Arts et le Festival d'automne. Enfin, il y en a même eu de nombreuses avant, mais disons que c'est la 5e consécutive. Donc, c'est déjà une sorte de date anniversaire. On avait eu Carla Black en 2017 au Palais des Beaux-Arts, Nayri Bagrami en 2018 aussi dans la même salle, Melpomène du Palais des Beaux-Arts. Anna Boguignan dans la cour vitrée qui avait fait une très grande installation suspendue dans la salle juste derrière. Et puis Sami Baloudji avec les Tentures des Indes en 2021 dans la salle Foch. Donc finalement on a un peu tourné dans tous les espaces historiques des Beaux-Arts. Et donc aujourd'hui avec Léonore, c'est dans un lieu qu'on n'avait pas utilisé récemment, qui est la chapelle des Petits Augustins, à l'entrée de l'école, qui est un site assez rarement ouvert au public. Et donc je tiens à remercier avant de commencer toutes les équipes du Festival d'automne avec qui on travaille depuis 5 ans, c'est un vrai plaisir. Donc merci beaucoup et je remercie en particulier Marie Collin, la directrice artistique, et Pierre Gendronneau, le directeur de la production, avec qui on a beaucoup travaillé. Toutes les équipes et les services des Beaux-Arts, le service des expositions et le département des œuvres, et Jean Bloisy évidemment qui a rendu tout ça possible. Je précise aussi que l'exposition de Léonore se tient sur 2 sites simultanément. Donc il y a l'exposition ici dans la chapelle des Petits Augustins, et il y a un 2e site à Meudon, dans des maisons d'architectes, on y reviendra dans la présentation, qui est un site assez étonnant, ça vaut le coup de s'y rendre si vous pouvez. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais simplement donner quelques informations biographiques sur le parcours de Léonore et sur les expositions qu'elle a eues dernièrement. Donc, Léonore est une artiste portugaise qui vit entre Lisbonne et Berlin, enfin littéralement entre Lisbonne et Berlin, parce que tu es en train de déménager, je crois. Et je vais citer quelques expositions donc récentes. Il y en a eu vraiment beaucoup ces dernières années. Donc, je prends juste vraiment sur une période, sur les 5 dernières années, disons. Et donc là, Léonore est venue directement des États-Unis. Elle avait une exposition au Hammer Museum à Los Angeles. Et puis avant ça, il y avait un solo au Mudam au Luxembourg en 2020, le MASP à Sao Paulo en 2019. On va revenir sur certaines de ces expositions. Le pavillon portugais à la Biennale de Venise en 2019, le musée de Tamayo à Mexico en 2018, la Whitechapel à Londres en 2017, la Kansthal de Stockholm la même année. Le CAPC à Bordeaux en 2016, ça c'était une très grande présentation de ton travail en France, et le New Museum en 2015 à New York. Ces œuvres sont collectionnées par beaucoup de musées partout sur la planète, et notamment au Guggenheim, au Musée d'Art moderne de la ville de Paris, à la Fondation Gulbenkian. Bon, tu es une artiste très internationale, en résumé. Donc, en préparant la conférence avec Léonore, on s'est dit que ce serait peut-être intéressant avant de présenter l'exposition qui se trouve dans la chapelle, de revenir sur d'autres expositions présentées ailleurs, certaines des expositions que je viens de citer, et ça permet peut-être de revenir sur la méthode de travail de Léonore, qui au fond est assez originale. Et donc on a fait une petite sélection d'expositions, dont celle qui est à l'écran, qui est une exposition récente au musée de Sao Paulo, qui s'appelait en français, je sais pas, Joint, Vide et Écart, Joins, Voids and Gaps, et qui, comme l'exposition ici aux Beaux-Arts, se tenait sur 2 sites, donc au MASP et dans la maison de verre de l'architecte, scénographe, designer Lina Bobardi. Donc on va peut-être revenir là-dessus, et puis ensuite on arrivera à l'exposition de la chapelle des Petits Augustins. Alors, peut-être Léonore, si tu veux nous dire quelques mots sur cette première exposition et sur la méthode de travail. Alors, merci d'être là. Mon français n'est pas génial, donc c'est vraiment un effort que je fais pour donner une conférence en français. Je le fais souvent en anglais, mais bon, j'essaie. Alors, pour parler un peu de mon travail, je pensais que c'était bien de commencer pour cette expo, parce que c'est pas du tout les mêmes conditions que j'ai ici, mais en fait, quand le musée m'a invité pour faire ce projet à São Paulo,
On a pensé diviser l'expo en deux parties. C'est un peu ce qui se passe ici à Paris. Donc l'expo, elle est montrée à Meudon dans un contexte un peu familier de ces maisons privées. Et là, même s'il y a une partie de la maison qui a un jardin avec cet habitacle, cette construction qui a été faite dans les années 60, et la chapelle des Beaux-Arts, mais pour moi c'était important de montrer l'expo en deux temps différents et en deux sites différents. Parce que quand Marie m'a invitée pour faire ce projet dans le cadre du Festival d'automne, je l'avais dit, les premières idées que j'ai eues, c'était de montrer l'expo dans un lieu moderne. Donc on n'a pas trouvé un lieu moderne, les années 60 ne sont pas les modernismes, mais on a trouvé cette maison qui appartient à une personne, Nathalie Serossi, qui souvent elle fait des événements là-bas. Et pour moi c'était important parce que le contexte de l'expo se situe un peu avec le rapport entre le modernisme. Et ici à São Paulo, c'était une expo que j'avais fait au musée d'art de São Paulo, ça s'appelle MASP. C'est un musée qui a été dessiné par une architecte italo-brésilienne. Elle était brésilienne, mais elle était, italienne, mais elle a vécu au Brésil. Ils sont partis au Brésil dans les années, à la fin des années 40, début des années 50, mais elle avait déjà travaillé avant en Italie. Mais son mari était, je sais pas, moi je parle un peu de Lino Bobardi parce que c'est un personnage assez important dans mon travail, mais aussi dans le contexte de l'architecture et du design, des displays, des expos, parce qu'elle a vraiment fait un travail unique. Au Brésil, c'est le pays où elle a pu construire. Donc, quand ils m'ont proposé de faire cette expo, moi j'étais tellement passionnée par son travail que j'avais un peu peur de montrer mon travail là-bas parce que c'est tellement important pour moi, mais aussi dans la maison, c'est la maison qu'elle a construite pour elle et son mari. Au début, c'était un peu dessiner une maison pour être un lieu de partager des conversations, avoir un sort de lieu un peu intellectuel dans la ville, mais à un moment donné, c'était leur maison. Et aujourd'hui, on peut visiter, c'est l'Institut Bobardi, on peut le visiter avec tout son archive et là, aussi l'archive de son mari. En fait, ils sont partis au Brésil parce que son mari il était un art dealer et il a été invité pour faire une collection d'art européen au Brésil parce que ça n'existait pas. Et donc, il y a un propriétaire privé qui les a donné l'espace pour construire ce musée. Et donc, quand j'ai été invitée, j'ai décidé d'ouvrir l'espace. Donc, j'ai enlevé tous les rideaux de la salle parce qu'il y a un rapport très proche avec le jardin. C'est elle aussi qui a fait un petit jardin autour du musée. Et comme le Brésil est un pays tropical, donc tout ça pousse très vite. Donc maintenant, c'est comme une sorte de mini-forêt autour du musée. Et donc j'ai décidé d'ouvrir l'espace à l'extérieur et aussi enlever toute l'idée de l'entrée parce que l'espace il est vitré. Quand on rentre, on a une sorte de mur de verre et après on rentre pour une petite porte en verre. Et j'ai discuté avec le musée pour tout enlever. Ça veut dire que l'espace, on ne savait pas déjà où l'expo a commencé, si avant l'espace d'entrée, si dans le couloir ou dans la salle d'expo. Et donc j'ai décidé de couvrir le sol avec une matière comme un caoutchouc. C'est un matériau qui existe au Brésil. Donc il est produit là-bas. Et au début, Lino Bobardi a dessiné cette salle. Quand elle a créé cet espace, cette salle, elle avait un sol aussi en caoutchouc qui aujourd'hui ça n'existe pas. Il était remplacé dans les années 80 pour une pierre que c'est pas très intéressant. Donc j'ai décidé de couvrir le sol avec le même matériau qu'elle a utilisé. Sauf qu'ici on voit pas très bien, mais il y a un dessin. Il y a un dessin donc il y a différentes couleurs qui forment une sorte de motif.
Et donc c'est un motif qui existe dans une peinture de Ligia Clark. C'est une artiste aussi brésilienne qui a vécu là-bas, qui a travaillé dans la période du mouvement art concrète et qui a fait toute une série de peintures qui s'appelle, je ne sais pas en français, Modular Surfaces en anglais. Surface modulaire, peut-être. Ouais. Et donc c'est beaucoup l'idée d'avoir toujours un motif abstrait dans la peinture. C'est l'époque, non? C'est les années 40, 50. Mais ce motif, il existe, il peut être placé dans différentes rotations. Et aussi, c'est l'idée de la peinture qui n'a pas de limite. Donc, c'est une peinture en expanded, comme une sorte d'expansion. Elle peut continuer, elle peut être beaucoup plus grande. Et donc, j'ai élargi les motifs, j'ai modifié les couleurs. Mais ce motif, il existe donc dans cet espace comme une sorte de grande peinture sur le sol, sauf que c'est du caoutchouc. Et après, j'avais fait un groupe de sculptures qui ont des rapports entre les meubles. Elle a dessiné beaucoup de meubles. Et donc, et aussi, il y avait une autre personne qui m'intéresse depuis très longtemps, que c'est un ami à elle, c'était un ami à elle, où j'ai fait plusieurs expos à partir de son travail. Il s'appelle Franco Albini, ils étaient amis, ils étaient collaborateurs. Et ils ont fait un travail très intéressant sur le point de vue muséologique, les interventions dans les musées. Lui en Italie, elle en Brésil. Et comme ils se connaissaient, et en fait, la première expo qu'elle a organisée au Brésil, c'était une expo où elle a invité lui de venir au Brésil pour faire une expo. Je pensais faire des pièces qui ont des lieux entre les deux. C'est pour ça, tu peux aller avant. Donc j'ai créé des pièces qui sont... Oui. Après, oui. C'est comme des sortes de paravents, mais en fait, c'est un élargissement d'une chaise, des jambes des chaises. Les pieds, ouais. Les pieds des chaises, pardon. Des chaises. Ça a l'air humain. Mais donc, c'est un élargissement des pieds des chaises qui j'enlarge, mais après, je fais ce mouvement de rotation de la chaise, donc elle devient presque en paravent. Et après, j'ai mis les deux, donc je fais un pied d'une chaise et un pied d'une autre chaise de lui, parce qu'ils se rapprochent, les deux chaises. Et donc, l'idée, c'était d'avoir c'est ce qui appartient à elle ou à lui. Et après, il y a une corde qui crée une sorte de transparence, mais aussi de mouvement dans l'espace. Après, j'ai fait d'autres pièces qui ont des rapports entre les escaliers qu'il lui avait fait pour une maison. Et j'ai fait toute une série de pièces avec des cordes. Ça, c'est un coton. Pour moi, je collectionne depuis très longtemps des objets faits par des indigènes brésiliens. Et toujours, parfois, je répète quelques objets comme des colliers ou des objets un peu chamanistiques ou que j'avais plusieurs éléments dans l'expo. Parce que, en fait, bon, ça, je pense que ça va apparaître assez clairement au fur et à mesure de la présentation, mais il faut peut-être dire en introduction que ton travail se nourrit ou prend toujours appui sur des choses qui ont préexisté. Je crois qu'il y a une belle expression d'Elisabeth Lebovici dans son texte qui parle de capillarité fantomatique. Et c'est vrai que c'est comme s'il y avait des fantômes toujours dans tes expressions, il y a toujours des figures qui sont présentes et à partir desquelles tu travailles. Et j'étais surpris même, dans la chapelle, tu utilisais littéralement le mot copie, tu disais je travaille à partir de copie. Peut-être tu peux revenir là-dessus. Donc là en l'occurrence, les figures mobilisées, c'est Lina Bobardi et Albini. Mais bon, peut-être si tu veux dire un mot là-dessus. Oui, pour moi, je ne suis pas très d'accord. Pour moi, ce n'est pas des fantômes, c'est en fait, je crois que l'expo, c'est le moment de faire ce personnage vivant. Moi, je fais des citations
Et je travaille toujours, je travaille avec des choses que je vois. Donc je visite des lieux, je prends des mesures. Et c'est vraiment un travail de m'approcher des choses dans un point de vue physique que je peux prendre avec mon corps, avec des mesures que je peux mesurer. Et après, je prends ces mesures et je les transforme dans un autre objet. Par exemple, là, c'est une porte. Une porte que j'ai vue à Bahia, c'est un village au Brésil où elle a tout refait l'urbanisme plan, je sais pas, le plan d'urbanisme. Le plan d'urbanisme. Elle a été invitée pour faire tout le plan de la ville. Préfère, et aussi elle a fait un musée où il y a plusieurs éléments où elle utilise le sort d'influence des Arabes dans le paysage brésilien et aussi portugais, des motifs arabesques comme pour filtrer le vent. Donc c'est un pays tropique, donc il fait très chaud. Donc souvent on a des sortes de murs qui ont des trous pour faire entrer du vent, parce qu'il n'y avait pas comment on dit, climatisation à l'époque. On n'avait pas beaucoup ça avant, dans les années 50. Donc on a créé beaucoup de situations où il y a des éléments qui dirigent le vent et qui font que l'espace soit plus frais. Et ici dans l'expo, il y avait plusieurs éléments que j'ai répétés, que j'ai vus dans son travail, mais aussi avec l'idée de la culture indigène, parce qu'elle s'intéressait beaucoup à l'art populaire, mais aussi à l'art afro-brésilien et la culture populaire du Brésil. Et donc, elle, c'était une des femmes et une des architectes qui a beaucoup plus... elle a collectionné beaucoup d'objets, mais aussi elle a fait beaucoup d'expos. Elle a dessiné tous les expos qu'elle a dessinés avec les objets d'art africains, brésiliens, mais aussi art populaire. C'est très intéressant ce qu'elle avait fait avec ça. Et donc, il y avait tout cet rapport entre les objets qui sont suspendus, qui sont faits à partir des mesures des objets faits par des indigènes, mais aussi des choses qu'elle avait fait pour des expos. Et là, c'est chez elle. Ça s'appelle Casa de Vidro, ça veut dire maison de verre. Elle avait fait cette maison, comme j'avais dit avant, pour elle et son mari. Et avant que la maison ait été construite, il n'y avait rien. C'était une plantation de café. En fait, c'était pas du café. Donc, les paysages étaient complètement différents. Il n'y avait pas de nature. Donc, elle a créé un jardin autour qui aujourd'hui, c'est magnifique, hyper poussant. Mais avant, il y avait sur les fenêtres, le paysage était complètement... dégagé. Naked. Ouais. Et quand ils m'ont invité pour faire ce projet, je pensais, je veux pas me, comment on dit, I don't want to be an intruder. Ouais, tu voulais pas faire intrusion. Ouais, je veux quelqu'un qui est là, mais je veux être un peu discret parce que c'est une figure assez importante pour moi. Et donc, j'ai décidé d'enlever tout ce qui était de lui, parce que lui, son mari, il n'était pas intéressant du tout pour moi. Il était un fasciste avec un goût un peu particulier. Et elle était de gauche, elle était un personnage assez captivant, assez démocrate. Et donc, j'ai décidé d'enlever tout ce qui appartient à lui, parce que c'était lui qui habitait la maison après sa mort. Il est vécu là-bas après sa mort parce qu'elle était décédée avant. Et donc, lui, il est resté. Et les maisons avaient plein de peintures de lui, de sa collection. Donc, moi, j'ai décidé de tout enlever et faire une sorte de curating avec les objets que j'ai trouvés dans les armoires parce que l'archive, elle est là. Donc, il a ses objets, ses colliers, ses parfums, ses vêtements. Et donc, elle aussi, elle voulait tout habiter. Elle voulait placer des objets, des bijoux dans les sculptures. Et donc, j'ai essayé de faire un peu ça, mais aussi placer les meubles qu'elle a dessinés pour la maison, à partir des photographies que j'ai vues au début, quand elle a dessiné la maison. Il y avait quelques
il y avait des moments différents dans le temps avec cette maison. Mais au début, quand elle n'avait pas trop fait, donc en fait, elle a déplacé des meubles dans un sort de display différent. Et moi, j'avais essayé de faire un peu la même chose à partir des photos que j'avais vues. Et dans la maison, il y avait des sorts de shelves. D'étagères. Des étagères en verre, en fait, qui se ressemblent beaucoup à le travail d'Albini, avec les postes de métal. Et donc, j'ai pris un peu la même idée de faire des pièces avec le même système des étagères. Et l'idée, c'est que les pièces sont faites donc, c'est des pièces faites en acier, stainless steel. Et donc, l'idée, c'était de placer les sculptures dans la même position que les étagères, avec le même système, sauf qu'autour des poses, comme on dit ça. Des montants, enfin des poteaux ou des montants. Ouais. Non, ouais. J'ai créé cette sorte un peu aussi pensé à le travail de Ligia Clark, les séries qu'elle a fait qui s'appellent Trepantes, ça veut dire climbers. Des trucs qui montent. Donc c'est l'idée que la sculpture n'a pas un support, mais elle s'adapte à n'importe quelle circonstance, quel support. Et donc c'est des spirales que j'ai coupées en acier, des sheets of metal. Des feuilles de métal. Des feuilles de métal, pardon. Et que j'ai commencé à dérouler à partir de la verticalité. Et je veux dire que c'est un geste assez... Ça a l'air très simple, mais c'est très physique de faire ça. C'est très violent. Parce que les feuilles de métal sont assez lourdes. Et donc, ça prend du temps pour arriver à faire enrouler le métal sur une chose qui est posée dans la verticalité. Et je voulais pas interférer beaucoup, donc j'ai essayé. Et après, il y a un moment donné, c'est les feuilles qui prennent sa forme, et moi j'ai laissé la pièce rester comme ça. Il y a une grande part de recherche dans ton travail. En fait, là, par exemple, pour ce projet-là, tu as voyagé, j'imagine, dans différentes villes au Brésil. Sur le cas, par exemple, de Nina Bobardi, j'ai l'impression que tu as fait des investigations assez poussées. Oui, mais je l'avais fait il y a très longtemps. Ok. Parce que j'ai vécu au Brésil en 2007. Et c'est là où j'ai commencé à voir beaucoup... je m'intéressais à son travail, mais c'était la première fois que je suis allée au Brésil. Et j'ai vécu là-bas pendant 6 mois, la première fois, et j'ai beaucoup visité, j'ai beaucoup vu. Donc, j'ai visité presque tout ce qu'elle avait fait dans le pays. Il manquait une petite église que j'ai jamais vue parce qu'elle était en rénovation. Mais je suis allée, j'ai travaillé aussi beaucoup dans les archives, donc ça fait assez... Après, parfois, je fais un peu des recherches sur des personnes qui m'intéressent. Mais parfois, j'attends que ces projets, ça peut arriver à avoir un lieu pour résister. C'est pas souvent. Même avec ce projet, c'était un peu comme ça. Ouais, plus avec l'histoire japonaise, on va y revenir tout à l'heure. Mm-hmm. Alors, l'exposition suivante, c'est une exposition qui a eu lieu à la Fondation de Bayeuleur. Je vais passer assez rapidement sur les images parce que c'est une exposition en 2 temps. On peut parler de on va Venise. on va sur la présentation là. Donc ça, c'est le pavillon portugais à la Biennale de Venise, qui avait la particularité d'être... parce que ton travail est souvent aussi à la fois en écho avec des productions anciennes, enfin d'autres artistes, et puis aussi toujours avec un rapport assez direct au lieu. Là, dans ce cas-là, c'est un cas un peu particulier, parce que le lieu qui est un palais vénitien, il a été plus effacé que révélé, il me semble. Amélioré. En fait, c'est la première fois que j'installe mon travail dans un contexte comme celui-là. C'est un palais qui a été refait plusieurs fois et pas très intéressant sur mon point de vue parce qu'il était refait dans les années plusieurs fois dans le temps. Mais par exemple, dans le 18e, ils ont rajouté des peintures énormes dans le lieu que j'aimais pas et donc je ne pouvais pas les enlever.
C'est pas un espace, donc le Portugal, ils n'ont pas un pavillon fixe comme la plupart des pays à Venise. Donc chaque année, chaque 2 ans, ils louent un espace différent. Et les artistes n'ont pas le choix de choisir, le droit de choisir les espaces. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc l'espace il m'a été donné comme ça. Et donc j'ai pensé qu'après ils ont fait une sorte de rénovation dans les années 80 où ils ont ajouté des éléments de... Les climatiseurs, les chauffages et tout ça là. Le chauffage, c'était un peu too much, c'était très très fort dans l'espace, il n'y avait aucun sens. Et moi, la façon comme j'ai réussi à travailler dans cet espace, j'ai pensé je veux ajouter des éléments qui vont cacher un peu les choses qui existent dans l'espace, mais en même temps ils vont pas très cachés, mais un peu. Donc on peut les voir, mais c'est une sorte d'entrevoir et oublier et pas oublier les choses qui sont là. Donc j'ai tourné les peintures vers les murs, mais elles sont toujours là. Donc je trouve que la partie derrière, c'est beaucoup plus intéressant ce qui existe de l'autre côté. Et donc j'ai décidé de travailler avec cette idée des sorts de paravents qui se placent dans l'espace et qui cachent un peu les choses. Mais aussi, c'était une idée de transformer ce lieu qui était tellement baroque pour moi. J'ai tout enlevé, les chandeliers, les verres des lampes et les rideaux. Et j'ai décidé de créer ce mouvement dans les murs qui cachent un peu les choses qui se passent, mais aussi qui donnent un autre temps à l'espace. Donc ça veut dire que l'espace il devient beaucoup plus moderne dans le sens du modernisme du terme. Et je me suis un peu inspirée dans le travail de Egla Trincanato. C'est une femme architecte, c'était la première femme qui a étudié à l'école d'architecture à Venise. C'était une femme assez incroyable. Elle a construit un bâtiment à Venise que personne sait que c'est son travail, parce que tout le monde pense que c'est son mari, mais en fait, il a fait la moitié du bâtiment et elle a dessiné l'autre moitié. Et elle était aussi, donc elle était architecte, mais elle avait fait elle était directeur du musée choral, donc elle a dessiné beaucoup d'expos à Venise. Elle était un personnage assez important à l'époque. Et donc je suis allée dans les archives de nouveau, j'ai vu pas mal de dessins qu'elle avait fait. Et donc, je me suis inspirée dans cette idée des partitions qu'elle avait fait pour des expos, pour créer des choses comme des paravents blancs. Et après, comme je ne pouvais pas installer des choses directement sur le plafond, j'ai eu cette idée de créer des sortes de nouveau, cette idée de verticalité, de créer des pièces qui sont des supports pour des sculptures. Aussi, de nouveau, penser à les sculptures de Ligia Clark, et les sculptures qui se promènent dans des arbres, des troncs. Et donc, toutes les pièces étaient faites par rapport... j'ai travaillé avec un charpentier à Venise. En fait, c'est le même charpentier où Carlos Scarpa, qui est un architecte de Venise très connu, a travaillé avec. Donc, c'est toujours là. Et cette usine existe toujours. Et pour moi, c'était important de construire la plupart du travail à Venise parce que c'était une ville tellement importante en termes de craftsmanship. Le travail en verre et le fer et le bois, ça existe toujours, mais c'est très difficile de trouver aujourd'hui. Mais ils sont là encore, mais ils n'ont pas beaucoup de travail. Donc c'était aussi une façon de reactivate this craftsmanship, mais aussi de donner un contexte à les artisans pour travailler aussi. C'est toujours aussi un peu de donner le travail pour ce qu'ils peuvent continuer à travailler. Et donc toutes les pièces, c'était fait par des rapports, des choses que j'avais vues de Carlos Scarpa et aussi des autres éléments qui étaient, par exemple, là, c'est de nouveau les pieds d'un lit que j'ai enlargé et j'ai stretched out. Après, j'ai créé l'illumination
Aussi, j'ai travaillé avec une usine à Venise qui travaille le verre de Murano, donc c'est le verre soufflé. Et j'ai créé des lampes qui sont faites par des rapports à des objets que j'ai vus dans ce bâtiment de Egle Trincanato, les modules en ciment qu'elle avait fait. Et donc chaque lampe elle a une sorte de forme différente par rapport à les choses que j'ai mesurées. Et le verre il est soufflé. Et donc pour moi c'était important de voir que le verre il est soufflé. Donc j'ai fait des moules en fer. Et on a fait des moules très très froids. Et après, quand on souffle le verre il est très chaud, donc il crée cette sorte de relief dans le verre. Que pour moi, c'était très important de voir comment le geste de souffler, il se prend sa forme dans la matière. On ne pouvait pas le faire plus long parce que c'est le maximum qu'on peut souffler à l'intérieur d'une surface. C'est plus ou moins 70 cm. Et pour moi, c'était intéressant de faire les pièces par rapport à ce qu'on peut trouver techniquement. Non? Je ne sais pas si on peut voir une autre. Ici aussi, au Beaux-Arts, il y a une figure que tu aurais volontiers escamotée. C'était le comte de Thierry, cette statue équestre qui célèbre un peu la virilité, qui est placée au fond de la chapelle. Et que tu as, en fait, finalement, bon, ça aurait été un peu compliqué techniquement de l'enlever, évidemment, mais en tout cas, elle est maintenant entourée de figures féminines, et j'ai l'impression que dans ton travail, c'est quelque chose d'assez important. Il y a toujours une volonté de remettre en avant des artistes femmes ou des designers qui ont été oubliés. Oui, ils étaient oubliés un peu dans l'histoire, mais je pense que c'est aussi lié à les conditions de vie et leur personnalité. Et pour moi, c'est des personnages assez importants qui ont fait un travail, pour moi, très important, qui ont influencé beaucoup de gens, mais et pour moi aussi, le rôle d'un artiste, c'est de révéler des autres gens qui ont fait un travail assez important. Je crois qu'il doit y avoir une certaine générosité pour faire de l'art aussi. Et pour moi, c'est important de révéler ça. Ouais, et je pense que ça marche, ça a été assez efficient. Il y a des figures, j'ai l'impression. Moi-même, par exemple, il y a certains noms que je ne connaissais pas, que j'ai connus par ton travail. Et c'est vrai qu'après certaines de tes expositions, je les ai vus ressortir dans d'autres lieux. Je pense à Clara Porcet, je crois qu'il y a eu une exposition à Chicago. À Chicago, à Sao Paulo, il me semble aussi qu'il y a eu quelque chose. Non, à Mexico. À Mexico, c'était, ouais. Non, mais moi, par exemple, quand j'avais fait une expo à Milan, il y a 3 ans, je crois, 4, j'ai fait tout un travail à partir de Franca Elk, c'est la femme qui a travaillé avec Franco Albini, c'est une figure assez importante en Italie, mais personne ne fait attention en fait. Et j'étais contente parce qu'un an après, ils ont fait une sorte de rétrospective d'elle dans un musée. Et j'étais très contente parce qu'elle a fait tout son travail après sa mort. Elle a continué à travailler dans l'atelier, mais jamais elle a signé toute seule parce qu'elle pensait que c'est le studio, c'est pas moi, c'est le studio avec le nom de toutes les personnes qui collaborent dans le studio. Et ça, c'était assez intéressant. C'est un cas assez fréquent, en fait. Dans les figures dont on parle depuis tout à l'heure, il y a toujours cette manière un peu elliptique de les citer dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on dit Albini et sous-entendu Franca Elg ou Miss Van der Rohe et Lily Reich. Voilà, ces figures, elles passent toujours dans l'ombre portée des hommes avec lesquels elles ont travaillé. Et en fait, toi, tu les ramènes vraiment au premier plan. Alors, peut-être qu'on peut... justement, on va arriver à l'exposition. Pas celle-ci. Voilà, l'exposition Hangar Bicocca qu'on voyait tout à l'heure à la Fondation Beyeler. Donc il y a eu 2 occurrences de l'exposition. Et la première est dans ce lieu qui est immense à Milan, qui est un ancien lieu industriel. Oui, ici, par exemple, c'est un lieu complètement, c'est un lieu d'exposition, mais c'est une sorte de, c'était un ancien iron storage, comme on dit, un stock de métal.
Et, et moi, je voulais transformer cet espace un peu dans un côté un peu plus domestique. En fait, comme ici dans la chapelle, c'est un peu de même idée. Et donc, j'ai décidé de donner une partie de l'argent que j'ai reçu pour faire cette expo, pour améliorer un peu l'espace. Donc, il y avait des fenêtres qui n'étaient jamais ouvertes, donc on a créé des sortes de lumières zénithales. C'était important pour moi de voir l'espace, il est tout sombre, il n'a aucune source de lumière naturelle. Et pour moi, c'est intéressant de faire entrer la lumière du jour. Même s'il n'y avait pas beaucoup, donc j'ai passé beaucoup de temps à insister que ça se place et on arrivait à faire ça. Et donc l'expo, elle commençait par cette idée d'avoir une sorte de mur, qui c'est une pièce que j'avais fait avant, en métal, qui s'est suspendu à l'entrée. Donc les gens pouvaient rentrer sur les deux côtés de la pièce. Et après, tout le sol il était couvert avec un linoléum. Et j'ai décidé de travailler avec le linoléum parce que j'étais tellement fascinée par un bâtiment qui existe à Milan qui s'appelle... maintenant, je ne me souviens pas du nom, mais c'est un tour qui a été dessiné par Gio Ponti. En fait, c'est un des premiers bâtiments en hauteur, un skyscraper en Europe. C'était un des premiers skyscrapers de l'Europe. Sauf que tout dans ce bâtiment, c'est très manuel. Même les pastilles en verre sont tous artisanales. Et il a créé un sol pour l'espace, c'est fantastique. Il appelait le sol Giallo Fantastic, ça veut dire des jeunes fantastiques, non? Fantastique jaune. Giallo, c'est yellow. Yellow Fantastic Yellow. Ah, jaune fantastique. Jaune, ouais, okay. Donc il a créé une sorte de peinture avec du linoléum, c'est une sorte d'assemblage d'encre différent. C'est comme une espèce de expression painting, mais fait pour un sol qui couvre tout l'espace. Et je voulais faire la même chose, en fait, m'inspirant de cette sol que j'ai vu dans ce bâtiment, parce que c'est un bâtiment assez important dans la ville du Milan. Mais on n'a pas réussi à le faire parce qu'il n'y a pas de conditions aujourd'hui pour faire ce type de sol. Et donc j'ai décidé de faire un sol aussi dans le même matériau, avec un jaune qui se ressemble à le jaune de Gio Ponti. Sauf que c'est fait à partir d'un dessin de Annie Albers. C'est une des séries de Prince qu'elle avait fait à la fin de sa vie. Elle a arrêté de faire le weaving. Elle a fait beaucoup d'impressions en Prince et des dessins. Et donc, et après j'ai fait toute une série de pièces qui ont des rapports entre Frank Ael, l'architecte qui a travaillé avec Albini. Donc j'ai visité sa maison qu'elle a construite pour ses parents, où elle a vécu la plupart du temps. Et j'ai décidé de faire des sculptures qui ont des rapports avec les choses que j'ai vues à la maison. Donc j'ai pris des mesures. Là, on ne le voit pas ici, mais... Non, elles ne sont pas là. J'ai lu dans le magazine Mousse un critique d'art qui parlait de qui disait que tu étais une sculptrice étrange parce que tu faisais beaucoup de sol. Ah oui. Et que c'était une relation étrange à la sculpture de travailler toujours à partir du sol. Et d'ailleurs, c'est le cas aussi dans la chapelle ici. Non, en fait, parfois j'ai fait des sols. C'est pas souvent que j'ai fait des sols. Je fais des sols parce que dans l'espace, il y a plusieurs choses qui sont là. Ce sont des sculptures parfois tellement différentes et parfois ça ressemble tellement chaotique, même s'il y a un système très fort de rigoureux d'installation. Mais comme il y a une sorte de myriade de choses différentes, le sol, il reçoit tout le projet comme si c'était un seul objet. Et c'est pour ça que parfois j'ai fait des sols. Le sol, il unifie les choses dans l'espace.
Ou sinon, j'ai fait un projet grand dans un contexte d'une expo collective où il y a plusieurs artistes. Et le sol, c'est la façon de remplir l'espace, comme le projet que j'ai fait. C'est une sorte de, oui, taking all together. Mais ici, par exemple, j'avais travaillé, ici on le voit, je crois qu'on ne le voit pas, ouais, un peu là-bas au fond. J'ai travaillé avec donc une fois j'ai vu une vidéo d'un artisan qui travaille avec Franka Elg. Ils ont fait beaucoup des meubles en canne. Oui. Et j'ai vu cette vidéo et j'ai vu la forme comme elle a travaillé. Ça m'a beaucoup inspirée parce qu'elle travaillait avec donc en fait ils travaillent avec les dessins à l'échelle réelle des meubles. Et après ils travaillent la canne comme c'était ils posent les cannes sur les dessins. Et il met la chaleur sur la canne et il commence à torser la canne pour donner la forme, mais c'est toujours à partir d'un dessin qui est là, sur la table. Et j'étais fascinée par cette idée de travailler comme ça, donc j'ai trouvé cette usine, la même usine où elle a travaillé, et on a fait beaucoup de sculptures avec eux. Je suis allée souvent, plusieurs fois, et j'ai modifié un peu leur façon de travailler, mais pour moi c'était très important que les sculptures. Déjà, la forme, ça venait de certains détails des meubles qu'elle avait dessinés, mais aussi que c'était toujours les mêmes gens. Donc, la personne qui a cette usine aujourd'hui, il était enfant quand elle était là, mais il se souvient d'elle. Donc, pour moi, c'était important de faire ce projet avec eux. La question de l'artisanat, le travail avec les artisans, ça c'est aussi un aspect important dans ton travail. Il y a toujours cette espèce de double registre à la fois dans le modernisme et puis de l'autre côté ce travail plus vernaculaire, parce que c'est une local. chose qui se perd avec le temps et je trouve que c'est notre type de connaissance. Alors ça c'est au musée Tamayo à Mexico City. Donc là ça tournait beaucoup autour de la figure de Clara Porcett dont on parlait tout à l'heure. Et alors le titre, c'est un titre qui revient souvent dans ton travail, Discrepancies with, donc ce serait quoi, divergence avec Clara Porcett. CP, elle n'est pas citée entièrement, elle est citée par ses initiales. Ouais, c'est énigmatique. C'est énigmatique. Alors quelle est la divergence alors? La divergence, parce que c'est un rapport entre le travail qu'elle fait, mais aussi une alteration, une modification. Ouais. Et donc, il y a toujours, c'est pas le temps que j'ai vécu, donc il y a toujours une discrepancy, non? Il y a toujours des choses qui sont pas forcément comme ça, forcément pas bien entendues. Mais ici, c'est un musée qui est très très beau. À Mexico City et donc quand ils m'ont invité, j'ai décidé, j'ai attendu un peu parce qu'ils voulaient me montrer mon travail dans une autre salle, qui c'était des salles qui étaient faites, je sais pas, il y a quelques années, mais moi je voulais vraiment montrer mon travail dans l'espace ancien, de l'original, ça veut dire. Et donc j'ai essayé de mettre le sol sur la même couleur qui était avant, mais j'ai pas réussi. Et les murs aussi, les murs étaient pas plats. Quand ils ont construit cet espace, les murs étaient avec beaucoup de relief. Et ça se voit beaucoup au Mexique. En fait, les murs sont jamais plats. Il y a beaucoup de matière dans les murs. C'est aussi une façon de le faire pas cher. Non, parce que tu n'as pas besoin de mettre les murs complètement plats. Et donc, c'est un système assez facile, en fait, de créer les murs. Pour moi, c'était important. Et donc, j'ai décidé de faire des pièces qui sont suspendues sur le plafond et créer ce système de cordes où je refais le dessin du plafond avec une seule corde. Donc, c'est une seule corde qui commence dans un coin et qui termine dans l'autre, et qui fait tous les dessins du plafond. Et après, toutes les pièces sont posées sur ce système cette grille de cordes que j'ai créée.
dans l'espace. Et comme il y a des divisions dans l'espace, des différentes hauteurs, j'ai décidé de créer cette sorte de mur en bois. En fait, c'est comme des screens aussi, mais des grilles en bois qui ont des petits éléments comme des éléments géométriques qui rentrent et qui sortent de la structure et qui créent cette sorte de opacity et non-opacity dans l'espace. Et j'ai vu ça dans la maison de Clara Posset. Elle avait fait une sorte de grille comme ça dans une petite fenêtre à l'intérieur de sa maison que j'avais visitée avant. Et j'ai décidé de reprendre la même idée, sauf que tout s'est élargi de nouveau, tout ça à une échelle gigantesque dans l'espace. Et ça sont des pièces que j'ai fait. Parfois, je travaille dans les séries. Ça, c'est une série qui s'appelle Random Intersection. C'est une série de sculptures faites en cuir. Elles sont faites par un artisan à Lisbonne, qui je travaille depuis très longtemps, et qui fait que ça. En fait, il fait des choses pour l'équitation. Donc, c'était une façon pour moi de me rapprocher de lui. Au début, c'était de donner des choses qu'il fait déjà, sauf qu'il y a des petites altérations. C'est des reproductions des brides des chevaux, non? Oui. Sauf qu'ils sont altérés, il n'y a pas de métal, il n'y a que de cuir. Et souvent, je les attache ensemble. Elle perd un peu son subject, comment on dit, elle perd son objet, quoi. Oui, ouais. Elle change de statut. Chaque fois, ils sont différents parce que je réplique des choses, des types de brides que je vois dans plusieurs contextes. Au Mexico, ils le font d'une façon, ici d'une autre façon, en Espagne d'une autre façon. Donc, parfois, je fais des répliques des brides différents qui existent dans plusieurs contextes. Et après, j'ai fait beaucoup de sculptures par rapport à des meubles de Clara Posset. C'était un personnage assez intéressant aussi, parce qu'elle était cubaine, mais elle a vécu au Mexico à cause de la révolution à Cuba. Donc, elle est partie au Mexique, elle a marié avec un peintre, elle a vécu là-bas, elle a construit tout son travail au Mexique. Elle a dessiné beaucoup de meubles et pas des bâtiments, mais elle a dessiné elle avait fait aussi beaucoup d'expos où elle a dessiné l'exhibition display aussi un peu par rapport à Lina Bobardi, c'est un personnage qui pour moi se ressemble beaucoup. Et donc j'ai fait toute une série de sculptures à partir des meubles de Clara Posset qui sont de nouveau des pieds qui sont élargis, où j'utilise les espaces vides, je crée cette sorte de matière entre les espaces vides qui occupent toute la structure. Mais c'est fait exactement de la même façon. Ici, j'ai travaillé avec un artisan que j'ai rencontré au Mexique parce que je voulais chercher des artisans qui travaillent avec la paille. Et j'ai vu cet artisan qui faisait des chaises, mais qui utilisait en fait, c'est pas de la paille, ça s'appelle tule en espagnol, je sais pas en français. C'est une sorte de canne très très fin que tu trouves dans les lakes. Ah oui. C'est très beau, c'est très fin. Oups. Donc ils enlèvent du lot et ils le coupent en petits morceaux et après ils créent une sorte de corde. Donc c'est une corde qui n'a pas fin. Donc il peut toujours ajouter des matériaux. Donc il crée cette corde avec cette sorte de canne très très fin. Et moi je me suis dit je veux travailler avec cette personne. Donc je l'ai invité à venir au musée. Il n'a jamais sorti de son village. C'est des gens, tu sais, qui n'ont pas d'argent de tout. Et pour moi, c'était une façon de le faire voyager, mais aussi de lui donner le travail
dans un autre contexte assez différent. Donc il était là avec moi pendant une semaine, il faisait sa corde. Et en fait, il fait tout ce tissage. Je pouvais le faire aussi, mais moi, je voulais vraiment lui engager à lui. Donc, on voulait montrer quelques images du CAPC, mais je pense qu'il vaut mieux qu'on passe aux images de l'exposition, parce que le temps passe. Ouais. Donc en avant-première, 3 minutes avant l'ouverture, l'exposition de Léonore, à la chapelle des Petits Augustins. Et juste une chose que je voulais relever, c'est quelque chose qui revient sans arrêt dans ton travail, et là pendant la conférence, tu en as parlé plusieurs fois, la question de la mesure, des dimensions, des proportions, des échelles, c'est quelque chose qui est vraiment central, j'ai l'impression. Oui, sauf que là, comme on a vécu cette pandémie, on ne pouvait pas voyager, donc j'ai décidé de changer mon processus de travail, parce que comme je ne pouvais pas voyager, prendre des mesures dans l'espace et voir des choses directement dans les lieux, j'ai décidé de travailler à partir des dessins et des... Oui. Parce qu'avant ça, ça faisait partie vraiment de ta méthode de travail, de te rendre dans un lieu et de mesurer chaque élément. Ça continue, sauf que cette année, l'année dernière, on ne pouvait pas voyager, donc j'ai décidé Tout le monde, je crois, a changé son processus de travail. Pour moi, c'était vraiment ça. Et donc, j'ai décidé de... Tous les expos que j'avais fait cette année, c'était surtout le même sujet. Ça veut dire la liaison entre deux artistes, donc Charlotte Perriand et Michiko Yamawaki. Michiko Yamawaki, c'était une artiste japonaise qui a vécu à Dessau et a étudié à la Bauhaus pendant 2 ans. Et c'était la première fois qu'elle a étudié, elle a étudié la tapisserie avec Annie Albers et Otti Berger, entre autres. Et donc, et son mari, il voulait étudier l'architecture avec Mies van der Rohe. C'est pour ça qu'ils sont partis à la Bauhaus. Et donc, c'est eux qui ont diffusé le travail de la Bauhaus au Japon, parce que comme ils ont collectionné beaucoup d'objets, ils ont fait des expos au Japon, et aussi il a donné les cours de tissage, et lui, il a pris les cours d'architecture à Tokyo. Et après, je voulais une sorte d'assembler les deux personnages, donc Michiko Yamawaki qui a travaillé en Allemagne pendant 2 ans, et Charlotte Perriand qui a vécu au Japon pendant 1 an, je crois, presque, pas 1 an. Mais après, elle est retournée, je me souviens plus parce que je l'ai vue il y a très longtemps. Mais j'étais intéressée de travailler avec ces deux personnages. C'est des époques différentes, mais je pensais que c'était, surtout mon idée, c'était de travailler avec cette idée de malentendu. Donc, quand on voit le travail que Michiko Yamawaki a produit au Japon, en Allemagne, pardon, elle a fait toute une série de dessins et des dessins pour des tapis qui étaient très critiqués à l'époque parce que personne ne comprenait pourquoi elle utilise, par exemple, pourquoi elle rassemble ce type de couleurs. Parce que la Bauhaus, c'était quand même une école assez rigide. Il faut utiliser un certain numéro, une palette de couleurs, une palette de formes. Il y a toute une étude sur là. Et donc, comme elle avait sa propre culture japonaise, elle avait une éducation assez rigide japonaise, donc elle utilisait les couleurs de sa culture. Donc, elle était très critiquée là-bas. Et quand on voit tous les travaux que Charlotte Perriand a fait au Japon, c'est un peu la même chose. Elle était dans les pays d'Europe, on ne l'entend pas très bien, mais si on va au Japon, on comprend qu'elle était très critiquée au Japon par rapport à la façon comme elle travaillait avec les matériaux,
par exemple, le bambou, il croyait qu'elle travaillait le bambou avec une forme très exagérée, parce qu'elle était fascinée. C'est la matière qui existait là. C'était facile à travailler, donc tout le monde le travaillait très bien. Elle était fascinée pour tout ce qui était craftsmanship. Et aussi l'usage de certains objets, de ne pas respecter les hiérarchies. Et pour moi, c'était important de faire un rapport entre les deux personnes et les deux, ouais. Donc j'ai créé une pièce qui est dans le sol, c'est une pièce en céramique. C'est à partir d'un motif qu'elle avait fait pour un tapis qu'elle n'a jamais réussi à faire. Donc c'est à partir d'un dessin de tapis qui est un motif assez particulier avec des couleurs qu'on voit ici, c'est les tons de terre, du bleu et des roses. Que j'ai créé cette sorte de tapis. Je le vois surtout comme une sorte de socle sur le sol qui a des différentes hauteurs, donc ils prennent un certain mouvement dans l'espace, mais aussi ça aplatit un peu l'espace. C'est ça que je voulais aussi, de faire des choses sur le sol et pas sur la verticalité, parce que je crois qu'il y a déjà beaucoup d'éléments dans l'espace qui créent une sorte de over-usage of the space. Mais aussi, j'étais intéressée par le fait que tous sont des copies, donc il n'y a qu'une pièce originale dans l'espace. Parce que mon travail s'est fait aussi un peu sur l'idée de qu'est-ce que c'est l'originalité, les objets qui sont faits à partir d'autres choses qui existent déjà, des dessins, des meubles, des choses dans l'espace. Donc il y a plusieurs sculptures qui sont placées dans l'espace, qui ont des rapports entre presque des tables. C'est aussi de la céramique, et qui ont des impressions des tapis de paille sur le clay. Sur la terre, enfin la céramique. La céramique, oui. Et la forme, je l'ai pris dans des tables qu'elle avait dessinées au Japon, mais aucune table, elle n'était jamais construite, mais elle a fait beaucoup de dessins et je me suis rapprochée de ces dessins, de cette forme des tables qu'elle avait dessinées. Et après, j'ai fait des pieds en bois qui soutient la céramique. La céramique, c'est un peu la même chose qui se passe dans le sol, sauf qu'ici, c'est beaucoup plus petit. Mais c'est un peu les mêmes idées de enlever les choses du sol, mais mais très proche du sol quand même. Donc c'est un peu vraiment les mêmes idées. Alors, en plus de Charlotte Perriand et Yamawaki, on a deux autres personnalités qui sont convoquées dans l'exposition. On voyait cette figure centrale nouée, cette espèce de corde en cuir nouée. Ça, c'est une référence à une autre artiste, c'est Mira Schendel. Oui, en fait, oui, c'est... Donc Mira Schendel, elle a créé cette pièce des années 50, la fin des années 50, où elle les appelait droguinhas, c'est Little Nothings, et c'est un mot portugais. C'est des nouages, c'est ça, Nothings? Non, Little Nothings. Ah, nothing, rien. Nothing, rien. Des petits riens. Petits riens, des petits riens, oui. Mais en fait, c'est pas un mot qui existe même, c'est juste qu'un mot, tu sais, un mot un peu joli de dire ça. Mais en fait, elle a travaillé avec du papier riz. Et c'était un ami qui lui a donné ces quantités de papier riz, donc elle a commencé à torser le papier et à créer des sortes de nœuds. Donc elle a créé des sculptures, des petites sculptures. Je sais pas, ils étaient montrés une fois à la Documenta. Il y a 3 Documenta avant, je ne sais pas de quel numéro. Roger Bruegel, il a montré cette série de sculptures, sont magnifiques. Mais c'est vraiment quelque chose de très, très éphémère. Parce que c'est du papier très fin. Et moi, quand j'ai commencé à faire cette série de sculptures, j'ai pensé à Las Droguinhas de Mira Schendel, bien sûr, mais parce que c'est tous ces gestes de faire la torsion de la corde, donc c'est de la corde qui est couverte avec du cuir.
Mais ici, je l'avais fait, en fait, cette pièce, je l'avais fait il y a 2 ans pour une expo dans un musée en Angleterre. Et c'est exactement l'auteur de cet espace-là. Et je l'ai construit en sitôt. Sauf que je suis allée en haut et j'ai commencé à construire la pièce. Et je pensais que c'était... parfois, c'est important même si parfois des choses n'ont pas nécessairement de faire du sens. Je crois que pour moi, c'était important d'avoir des autres objets qui n'ont rien à voir avec cette recherche que j'avais faite. Mais c'est des sculptures que j'avais fait avant qui ont le droit d'être montrées dans des contextes différents. Et ici, c'était vraiment un rapport entre l'échelle du lieu et ce geste de torser, faire un mouvement avec une seule ligne de corde. C'est des mètres et des mètres des cordes. C'est du corps du coton qui est fourré avec du cuir. Et donc, c'est des mètres et des mètres de cordes qui sont travaillées à partir de la verticalité, de commencer d'en haut et terminer en bas. Et puis il y a ces 2 paravents c'est Arnaud Goldfinger, un architecte anglais, c'est ça? Oui. Donc en fait, ça fait aussi partie de ton travail de rassembler à chaque fois différentes personnalités dans l'exposition. Oui, mais pour moi, c'est pas même pas assez important de parler d'un personnage qui est derrière une pièce. Je crois que c'est important de voir des objets qui ont une certaine présence dans l'espace. Donc ici, je voulais vraiment créer cette idée d'effacer un peu les symétries qui existent dans l'espace. Donc créer des sortes de verticalité dans l'espace qui sont posées derrière des sculptures, mais aussi créer une certaine échelle entre le corps, parce que les paravents sont vraiment à l'échelle humaine. Et les lampes aussi, donc c'est créer un autre corps dans l'espace, qui n'est pas forcément une sculpture. Je trouve que quand tu les as ajoutés, ça a aussi ajouté une profondeur oui. à l'exposition. Ça va comme marquer des stations dans le parcours de l'exposition. Il y en a un 3e qu'on ne voit pas sur la photo, mais qui se trouve dans le vestibule. Et ça donnait tout de suite la mesure de la chapelle. Mais aussi oublier un peu le cheval et le... Ah oui, le cheval, Léonard voulait le faire disparaître, mais c'était pas possible. Peut-être on peut juste montrer pour terminer les images de Meudon. Si tu veux. Ouais, très rapidement. Si tu peux peut-être juste expliquer je vais montrer une photo du lieu. Peut-être tu peux simplement expliquer pourquoi le choix de cette exposition en stéréo aux Beaux-Arts et dans ces maisons André Bloch. Non, André Bloch, en fait, il a créé je ne sais pas si vous savez, mais il a créé cette magazine qui s'appelle Architecture d'aujourd'hui. C'était un magazine important en France pour distribuer aussi l'architecture et le design des autres gens en France. Et en fait, il a collaboré un peu avec Charlotte Perrien. Et donc, en fait, elle était souvent dans le magazine. Mais ils n'ont jamais travaillé ensemble, mais ils se connaissaient. Et moi, comme j'avais dit avant, pour moi, c'était important d'avoir l'expo dans un lieu. Pour moi, cette expo, c'est vraiment une introduction de ce qui se passe ici. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont dans l'espace, mais il crée une sorte d'introduction sur toutes les choses qui se passent à la chapelle. Donc, il y a des petits... je ne sais pas si tu as une... Oui. Ça, c'est un bâtiment qu'il a construit dans les années 60 qu'il appelle Habitacle et qui s'est tout construit en briques et avec des formes arrondies, etc. Il y a des fenêtres en plexiglas, c'est assez expressionniste, même si ce n'est pas expressionniste. Mais après l'entrée, il y a une pièce que j'avais faite à partir d'un autre tapis de Michiko Yamawa qui est aussi en céramique. C'est vraiment comme un tapis qui est posé sur l'entrée.
Et l'idée ici, c'était de faire aussi créer une espèce d'espace un peu domestique à l'intérieur. Donc il y a un tapis, il y a des lampes qui sont même pas des lampes. C'est des sculptures que j'avais fait inspirées par des lampes que Charlotte Perrien a dessinées pour la maison de l'ambassadeur ici à Paris. Et donc c'est des tiges de métal où il y a des pièces en céramique qui sont posées au milieu de ces tubes. Et donc pour moi, c'était vraiment montrer un tapis et des lampes dans l'espace. Après, j'ai rajouté une autre sculpture que j'avais fait avant à Venise. Et c'est fait à partir d'une chaise de Gaio Lenti. Donc j'ai élargi les proportions de la chaise et j'ai stretched out the legs of the chair. Peut-être pour qu'on ait le temps d'aller voir l'exposition, parce que le vernissage va commencer, et pour laisser le temps aussi à quelques questions, je pense qu'on peut en rester là de la présentation. Est-ce que vous souhaitez poser des questions à Léonore? Non. C'est toujours dur dans cet amphithéâtre. Il faut se lancer. Bon, tout le monde a envie d'aller au vernissage au plus vite. Bon, je pense qu'on peut rester là. Merci beaucoup, Léonore. Merci.